Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes faits pour nous attacher. Il est donc tout naturel d'avoir adopté un style qui nous permettait d'être en relation, parfois dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Comme nous l'avons vu dans le cas d'une mère absente, imprévisible, étouffante, nous sommes adaptés du mieux que nous pouvions pour survivre. Malgré tout, quitte à minimiser nos besoins et nos interactions comme le font les évitants, ou en poursuivant anxieusement l'autre pour qu'il nous rassure comme les fusionnels, étant évitants, fusionnels ou chaotiques, n'est pas pathologique, loin de là. Pourtant, nous allons découvrir au cours de cette nouvelle vidéo que parfois certains dérapent et prennent le pouvoir sur l'autre, ce qui peut générer des liens toxiques. C'est-à-dire des liens qui nous coupent de notre vitalité, de notre liberté. On est emprisonné ou on emprisonne l'autre dans un lien malsain, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique. C'est ce que j'appelle prendre le contrôle de la télécommande. C'est-à-dire que nous remplaçons la fluidité et la liberté du lien autonome par une rigidité contrôlante. Malheureusement, dans les cas de grande toxicité, comme avec certains pervers narcissiques, la télécommande devient un pistolet taser qui paralyse et peut même parfois tuer. Un nombre important de femmes subissent des violences physiques ou sexuelles en France chaque année. Cette vidéo ne traite pas du tout de ces cas extrêmes, mais les aborde, car il est essentiel de les repérer pour mieux y voir clair et faire des choix. Nous allons donc commencer par explorer le monde des émotions, car on n'en saisit pas vraiment toujours l'importance. Puis nous découvrirons le rôle de nos schémas de pensée inconscients avant de nous plonger dans les caractéristiques des comportements toxiques. Nous avons découvert dans les vidéos précédentes l'importance de notre cerveau émotionnel, son rôle lors des premières années de vie, et en particulier au cours de la formation de nos premiers liens. Il nous semble important d'entretenir un lien, fortiori, un lien d'amour, sans ressentir d'émotion, sans comprendre ni partager un langage émotionnel. Imaginer un monde sans émotion serait un peu comme imaginer un monde sans couleur. Tout serait bien fade, bien gris. Nous serions comme des robots. Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle vidéo que d'entrer dans le royaume des émotions. Émotions, c'est-à-dire l'énergie en mouvement. Les émotions sont porteuses d'incroyables informations. Il serait tentant de croire qu'elles viennent de l'extérieur, parce qu'elles sont souvent déclenchées par des événements ou des personnes qui semblent les provoquer. Mais détrompez-vous, personne n'est responsable de nos émotions. Il est tentant de dire à une amie toujours en retard, tu me mets en colère, à notre fille, tu me rends triste. Pourtant, la responsabilité n'est pas en cause. Nos émotions ne sont que notre réponse personnelle à une information qui vient de l'extérieur. Nous sommes la source de ce que nous ressentons et nous avons le pouvoir de transformer nos réponses émotionnelles. C'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Alors, je ne vous propose pas de recette miracle, mais au lieu d'essayer de changer ou de contrôler les personnes et les événements autour de nous, apprenons à y répondre différemment. Nos organes des sens nous permettent de percevoir et de filtrer une qualité incroyable d'informations, et bien souvent à un niveau subliminal, au-dessous du radar de notre conscience. Expression du visage, ton de la voix, regard furtif, évitement du regard, silence, pour nous alerter, nous menacer et déclencher en nous des réactions émotionnelles intenses et archaïques.
Ce sont surtout nos deux cerveaux primitifs qui effectuent cette tâche à une vitesse incroyable. Ils sont bien plus rapides que le cortex, notre cerveau pensant. Comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, être en sécurité et survivre est l'objectif numéro un, surtout dans les relations avec les autres. La question est, l'autre est-il dangereux, fiable, menaçant? Si vous avez un chien, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il rencontre un congénère, il va le regarder, le renifler, l'évaluer et même établir une domination immédiate. Nous procédons de la même manière, sans nous en rendre compte, malgré nous, par réflexe de survie. Nous connaissons les couleurs primaires, jaune, bleu, rouge. Il y a aussi les émotions primaires, la colère, la tristesse, la peur, la joie et le dégoût. Ce sont des émotions de base accompagnées de réactions physiologiques partagées par tous les mammifères, reconnaissables chez et par tous les humains, quelles que soient leurs origines et leur culture. Souvent ressentie dans la gorge, la mâchoire, les épaules, les lombaires et nos poings serrés, la colère peut se cacher aussi dans les migraines, les maux de tête, les céphalées de tension. 3 situations la font naître. L'absence de respect de nos limites, le besoin de franchir un obstacle, la colère va nous donner l'énergie nécessaire pour le faire, une situation de frustration ou d'insatisfaction. La colère est en rapport avec les limites que nous posons, qui nous sommes, notre territoire personnel, en quelque sorte. La colère va nous aider à agir lorsque nous ressentons une intrusion. Elle nous informe aussi que nous désirons quelque chose, que nous n'avons pas. Et alors, nous sommes bien sûr frustrés. Ou au contraire, que nous devons vivre quelque chose d'inconfortable. Il n'est pas toujours facile de savoir bien exprimer sa colère, que ce soit pour les hommes qui ont peur de leur propre violence ou des femmes qui redoutent celle de l'homme. Il y a tant d'énergie dans la colère. Elle est comme le feu, prête à s'élever et cherche sa bonne expression sans rarement la trouver. Dans ces cas-là, elle devient destructrice, d'où souvent sa mauvaise presse. Bon nombre de personnes préfèrent l'éviter complètement et la répriment. Mais elles se retrouvent alors sans vitalité, sans passion, supprimant leur pouvoir et bien souvent même leur sexualité. La tristesse, elle, se ressent dans la poitrine, la gorge se noue, les larmes montent aux yeux, cela signale que nous avons perdu quelque chose, ou quelqu'un auquel nous tenions. Elle signale une perte. Elle nous donne l'opportunité de chérir et d'honorer les choses ou les gens que nous aimons. De nouveau, nous avons appris à la masquer. Les garçons ne pleurent pas. Et si les filles le font, c'est plutôt un signe de sensiblerie ou de perte de contrôle. Il est pourtant si essentiel de s'accorder le temps et l'espace de faire le deuil de ce qui n'est plus. Alors combien de gens somatisent ou dépriment parce qu'ils ne se sont pas autorisés à vivre certaines pertes? La peur, elle signifie que nous percevons qu'une menace plane sur notre bien-être physique. Elle nous prépare à affronter ou à nous protéger, souvent située dans le plexus solaire ou l'estomac. Elle peut gagner tout notre corps et nous paralyser jusqu'à affecter nos mouvements et notre respiration. Mais au lieu de nous immobiliser, elle peut aussi nous agiter, nous faire trembler. Notre cœur et notre respiration s'emballent. Vieux réflexe reptilien, parfois il faut savoir l'écouter et s'enfuir en courant. Elle peut nous informer de vrais dangers à venir. La joie que nous sentons en pleine expansion
connecté et ouvert, la joie est souvent ressentie dans la poitrine et le cœur. Peut-être ressentie comme une sensation de calme, paisible, ou au contraire, il peut s'accompagner d'un sentiment d'excitation. Il y a tant d'énergie dans la joie et pourtant beaucoup d'entre nous refusent d'y accéder facilement. Le dégoût, c'est d'abord un phénomène physique qui, à l'origine, nous alerte sur les aliments nocifs et nous permet de sauvegarder notre santé. Il nous permet aussi de protéger notre identité, qui nous sommes sur le plan psychologique et moral. Il est le gardien de notre identité. Tous les petits êtres humains que nous sommes, quel que soit leur âge ou leur culture, peuvent lire ces 5 émotions de base sur un visage. Colère, tristesse, joie, dégoût. Ils saisissent les expressions en particulier au niveau des yeux, du regard et de la bouche. Comme nous pouvons souvent le constater, et cette capacité peut nous aider tout au long de notre vie et s'appliquer à bien des domaines et pas seulement à celui du lien affectif. Alors, dans un récent article du New York Times intitulé Pourquoi certaines équipes sont plus intelligentes que d'autres, mentionnait une recherche du MIT sur les critères caractérisant les meilleures équipes de travail. 2 critères émergeaient: la communication. Les meilleures équipes sont celles où tous les membres communiquent beaucoup et où tout le monde participe. La capacité à lire ce que les autres ressentent sur leur visage, les équipes dont les membres sont capables de décrypter les émotions sur les visages de leurs collègues, et en particulier les yeux, sont plus intelligentes. Et les femmes semblent avoir une plus grande facilité à le faire. Cela peut surprendre, mais il n'est pourtant pas étonnant de réaliser que la richesse émotionnelle du champ relationnel joue un rôle essentiel bien au-delà des liens familiaux. C'est un nouveau témoignage des niveaux de complexité des échanges qui s'opèrent entre les êtres humains, où qu'ils soient. Malheureusement, nous vivons encore sous le joug de la suprématie de la pensée sur le corps. Les émotions sont corporelles, se voient et se ressentent, plutôt réservées aux femmes et longuement mal comprises. Les émotions devaient, pensait-on, être contrôlées à tout prix, car elles sont des signes de vulnérabilité, de sensibilité, et donc de faiblesse. Bien au contraire. Elles ont une logique et surtout nous apportent une foule d'informations sur nous, sur ce que nous ressentons, comment savoir ce que nous voulons sans nous accéder et comprendre nos ressentis et nos émotions. Comment s'attendre ensuite à ce que les autres puissent le deviner et répondre. Je répondrai à ces questions dans une prochaine vidéo. Et les émotions nous servent ou nous permettent de savoir ce que nous ressentons réellement à l'instant présent face à un événement de l'environnement, nous informer sur ce dont nous avons besoin, d'aller vers les autres pour demander de l'aide, de nous rapprocher de notre partenaire en nous ouvrant à un partage et à l'intimité. Alors, quelle stratégie utilisons-nous en général pour dissimuler nos émotions primaires? Tactique très prisée des évitants. Nous pensons à autre chose. Nous nous distrayons, nous minimisons leur importance, nous nous forçons à voir les choses différemment. Nous faisons la liste de toutes les raisons pour lesquelles nous devrions ne pas sentir ce que nous ressentons. Nous avons recours à un objet addictif, alcool, nourriture, ordinateur, sexe, pour apaiser nos ressentis douloureux. Nous nous mettons en colère et
nous rejetons la faute sur quelqu'un d'autre. Généralement, un proche. Et vous connaissez tous des gens qui, quoi qu'il arrive, se mettent en colère ou s'effondrent en pleurs. Nous cherchons en thérapie à accéder aux vraies émotions qui sont recouvertes par ces émotions couvertes ou secondaires. C'est en fait une réaction à nos émotions primaires refoulées et elles masquent frustration, colère, culpabilité, tristesse. Nous devenons défensifs et surtout, nous blâmons l'autre. Au pire, encore nous-mêmes. Donc les émotions primaires forment une vague qui nous traverse, apporte une information et déferle et s'apaise. Elle engendre des changements physiologiques qui nous préparent à l'action et sont relativement de courte durée. Les émotions secondaires, elles, s'éternisent et reviennent comme un disque rayé. Elles s'installent sans permettre ni une résolution ni une action. En plus, elles masquent nos véritables émotions. Il est donc important de découvrir si notre colère, par exemple, est une émotion primaire en réponse à quelque chose qui nécessite que nous posions des limites ou agissions. Ou si c'est seulement un automatisme protecteur qui nous empêche d'avoir accès à ce que nous ressentons vraiment au plus profond de nous. Et donc, tout ceci est très important. Dans toutes les vidéos que je tourne pour essayer d'aider les personnes victimes de pervers narcissiques, j'essaie à chaque fois de faire passer un message, qu'il soit compris ou non compris, de partager ma connaissance, partager mes expériences, de partager les histoires, le vécu de mes patients, afin de vous amener à pouvoir éviter de retomber ou de tomber dans ces pièges. Comme la plupart du temps, nous ne nous en apercevons pas, nous glissons doucement dans la faille. Et peu à peu, nous nous retrouvons dans des situations catastrophiques, donc il est bien difficile de s'extirper. Rappelons tout d'abord les 5 caractéristiques d'une bonne relation. Celle-ci serait à créer avec 2 piliers essentiels que sont la confiance et la sécurité. Sans elles, pas de bonne relation possible. Ces 5 caractéristiques sont les suivantes. Nous pouvons être qui nous sommes, vrai, spontané, authentique, libre d'être soi. L'autre reconnaît, valide et apprécie notre pouvoir, nos compétences, notre talent, qui nous sommes. L'autre est empathique. Il nous ressent, nous reçoit, nous accepte totalement, valide nos ressentis. Nous nous sentons respectés. Lorsque les inévitables conflits, disputes apparaissent, tout est fait des 2 côtés pour rester en lien ou le réparer s'il a été abîmé par une dispute, la relation. Est-ce qu'il y a de plus important et forme un espace ouvert, solide et fluide pouvant contenir les inévitables différences et les besoins d'autonomie qui parfois divergent. En l'absence de ces 5 caractéristiques, la qualité de la relation, que ce soit au travail, en famille ou en amitié, sera mise à rude épreuve. Par exemple,
Eric travaille dans une entreprise familiale créée par son grand-père. Ce dernier l'a développée juste après la guerre avec un grand succès. Il s'agit d'une entreprise de construction. Maintenant, c'est sa mère et son père qui la dirigent. Eric y a fait rentrer sa femme qui s'occupe de la comptabilité. Sa sœur y travaille aussi. Bref, toute la famille en vit. Mais le problème, c'est que le père d'Eric est contrôlant. Il pique des crises de colère, insulte ses employés, dirige en faisant qu'à sa tête, ne respectant pas les conseils et les décisions d'Eric, qui a fait une école de commerce. Il voudrait faire évoluer l'affaire de manière plus moderne. Son père prend même un plaisir à humilier Eric devant les autres employés. Que faire? Partir? Il n'a jamais travaillé ailleurs. Il est logé dans une des maisons de la famille, conduit la voiture de la société. Toute sa vie baigne et repose sur une entreprise familiale si toxique sur le plan émotionnel. Comment couper ce lien qui l'étouffe? Sa femme en souffre, moins, et aimerait rester, et leurs enfants sont attachés à leur grand-père. Ils passent toutes leurs vacances dans le domaine familial sur la côte d'Azur. Eric se sent si tourmenté intérieurement, perdu, sans la protection familiale, mais sachant en même temps qu'il y perd son intégrité. Il commence alors petit à petit à prendre conscience de toute l'oppression qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il fait un AVC et se rend compte qu'il est temps de se libérer de cette prison dorée. Il paie très cher le prix de sa santé mentale et physique. Rester victime d'un système de contrôle et d'humiliation. Alors, comment repérer les périodes de stress dangereuses? La pression monte, notre équilibre interne se fragilise, la relation se polarise, nous nous isolons et nous glissons vers des systèmes relationnels toxiques dans tous les domaines de notre vie. Des études ont montré que les périodes les plus stressantes de notre vie sont par ordre croissant la perte d'un être cher, un divorce, un déménagement, une maladie grave, une perte d'emploi, un changement d'emploi, une promotion, le stress au travail et la naissance d'un enfant, les difficultés financières, l'isolement affectif, éloignement de sa famille ou de sa communauté, tout ce qui vient déstabiliser notre équilibre et accroître nos responsabilités. Lorsque vous traversez une telle période, vous allez donc vous retrouver fragilisé et activé. Donc, soyez vigilants. Notre cerveau réactif et émotionnel va prendre les manettes, percevant la menace de danger liée à ces changements et à cette insécurité. Vous allez vous surprendre à avoir des comportements extrêmes qui peuvent être destructeurs, des tendances au contrôle ou à la soumission vont s'amplifier car, en effet, lorsque les hormones du stress, comme l'adrénaline, augmentent, nous allons chercher l'apaisement non pas en décidant de prendre en charge notre bien-être et notre santé émotionnelle, que pourrons apprendre à faire plus tard, dans une autre vidéo, si quelqu'un me le demande ou pas, ou m'invite à m'envoyer 1 kilo de Mars, de préférence par Chronopost, ça va plus vite, merci. Et l'autre, c'est-à-dire la présence du rejet, sera la solution. Le fusionnel va vouloir par tous les moyens se rapprocher de l'autre pour se calmer. Quant à l'évitant, il va repousser l'autre, le maintenir à distance. Le chaotique va rechercher la présence de l'autre dans un premier temps pour se sécuriser, mais va tout faire pour le rejeter au bout d'un moment car il ne peut pas faire confiance. Alors vous commencez à comprendre le système. Le contrôlant a des motifs bien spécifiques. Il veut contrôler les gens et les situations. Il ne se sent pas en contrôle de lui-même. Il n'a pas une bonne estime de soi. Donc, sa stratégie est d'y remédier en contrôlant les autres et son environnement, en dominant les gens. Il va se sentir fort et important, en sécurité.
Et ces caractéristiques, ils se sentent souvent insécurisés, inadéquats et il va faire tout pour prouver aux autres qu'il est le plus fort et le meilleur en les écrasant. Il blâme les autres pour tous ses problèmes, les erreurs qu'il commet, a toujours raison. Il a peu d'empathie, il est insensible aux besoins et sentiments d'autrui. Il est impatient, irritable, s'emporte facilement. Il est perfectionniste et a des attentes irréalisables vis-à-vis des autres. Il peut être froid et distant et vous ignorez lorsqu'il est en colère contre vous. Il ne fait pas confiance et il est soupçonneux et jaloux. Il manipule les autres. Il a parfois besoin d'être le centre d'attention dans les réunions. Il est très indépendant, il rejette l'autre, il est distant. Il dévalue les autres. Il ne respecte pas ses engagements qu'il change constamment selon ses humeurs. Il s'exprime par de longs monologues sans écouter. Il va définir qui vous êtes, vous juger, sans aucun respect de votre personne. Il peut aller jusqu'au mépris, aux insultes. Pour la victime, quels sont ses motifs? Elle a souvent une identité fragile, se soumettre, essayer de plaire à l'autre, à tout prix. Ce qui vont lui donner l'illusion d'avoir de la valeur. Elle souffre souvent d'un sentiment de tristesse, d'impuissance et se sent facilement exclue et rejetée. Donc, s'attacher à l'autre va lui apporter un sentiment d'appartenance et de protection, d'exister. Ces caractéristiques, elle se blâme toujours pour tout ce qui ne va pas, c'est ma faute. Elle anticipe les besoins des autres. Elle n'est pas en contact avec ses propres besoins et désirs. Le moindre de ses erreurs commises la plonge dans la culpabilité. Elle accepte l'inacceptable, pardonne le contrôlant et même ses abus. Peur de l'abandon. Elle craint les changements et de prendre des risques. Elle a tendance au comportement addictif pour s'apaiser. Elle idéalise l'autre. Elle est parfois impressionnable, innocente et naïve. Elle a honte d'elle-même ou de lui-même. Elle obéit aux demandes et fait trop de concessions. Elle ne sait pas poser des limites claires, puisqu'elle ne connaît pas ses besoins. Elle choue les martyrs, les victimes. Elle n'intervient pas pour protéger les autres, ses enfants par exemple, d'un abuseur. Elle a du mal à donner son avis. Elle s'efface devant les autres. Dans le cas d'une patiente, la relation marche tant qu'elle est indépendante et que son mari l'admire et bénéficie de son succès. La naissance de son premier enfant, la perte de sa passion, le théâtre, d'un travail qu'elle adorait, de son autonomie financière et d'un déménagement l'ont complètement isolée. Enfin, la perte du lien qu'elle pensait sécurisant avec son mari s'est révélée contrôlant, abusif, répétant les schémas qu'elle avait vécus et qu'il avait vécu aussi lui-même, enfant dans sa propre famille, l'a précipité dans la dépression. Il admirait sa femme actrice célèbre, respectait beaucoup moins sa femme maman. Il s'est donc senti abandonné à la naissance de son fils. Comme souvent le sont certains hommes narcissiques qui ont besoin de 100% de l'attention de la part de leur partenaire. D'ailleurs, il commencera peu de temps après à la tromper. Donc un classique. Cette femme se retrouve seule, sans aucun support, s'éteint de plus en plus et plonge dans une dépression grave, et son cauchemar commence. Elle avoue que sa propre mère avait une dynamique totalement similaire avec son père, qui était despote et contrôlant, voire abusif. Nous répétons si souvent nos schémas relationnels à travers les générations. Alors la question que des fois certains se posent, suis-je bourreau ou victime? Certains ne se posent pas du tout d'ailleurs.
Vous avez consciemment manipulé, transformé la réalité afin de faire quelque chose à l'autre, ou même l'empêcher de faire quelque chose. Souvent, lorsque nous sommes parents, par exemple, nous avons peur que nos enfants prennent certains risques ou fassent certaines expériences avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, mais qui sont importantes pour eux. Quand ils sont adolescents ou adultes, ils font des choix qui nous effraient. Est-ce que vous vous souvenez d'une situation où vous avez été vraiment victime? Vous avez laissé faire. Vous vous êtes laissé faire pour faire plaisir à l'autre, par culpabilité, pour éviter un conflit, tout en niant votre instinct, désunir votre intuition. Alors avec votre parent, votre patron, votre conjoint dans le domaine affectif, associatif, professionnel, vous avez contribué et participé à de mauvaises décisions, en le sachant. Et maintenant vous le regrettez. Alors, que faites-vous maintenant? Observez les domaines de votre vie où vous voulez être en contrôle et au contraire ceux qui paraissent vous effrayer et que vous maîtrisez moins. Nous avons chacun un rôle privilégié, victime ou bourreau, en fonction de ce qui nous active. Nous pouvons apprendre à nous calmer lorsque la pression monte et nous active. Une bonne relation en 5 points: authenticité des deux partenaires, reconnaissance de qui nous sommes, empathie et respect mutuel. Le lien reste privilégié lors d'un conflit. Ces exemples, nous allons considérer ces comportements défensifs comme des types de personnalité. Mais en réalité, nous sommes tous tantôt l'un ou l'autre, et il faut l'admettre, lorsque tout ceci est activé, lorsque nous sommes activés pour nous désactiver de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passez tous et toutes une excellente soirée. Et à bientôt. Au revoir.